Bonjour Vassili. Bonjour. Bienvenue Merci. sur InPower, qui n'est pas chez InPower, mais on est très content d'être ici. Pareil. Très content de découvrir avec toi ce nouveau film, La Venue de l'avenir. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent, parce que je préfère qu'ils choisissent la manière dont ils se présentent. Alors, je m'appelle Vassili Schneider, j'ai 26 ans, je suis canadien et je suis comédien. Ok. Ouais. Donc tu te définis quand même par ce que tu fais. Est-ce que pour toi, on est ce que l'on fait? Oui, quand même. En tout cas, moi, je pense que ça dépend des gens, mais moi, comme c'est ma passion, j'y pense tout le temps. En fait, même quand je travaille pas, c'est dans ma tête. Donc forcément, ça m'habite tous les jours. Ouais. Donc je suis un peu ce que je fais, je crois. Ouais. Je me suis demandé, parce que j'ai vu que tu avais commencé très jeune, Ouais. comment on arrive à savoir qui l'on est quand on joue autant de personnes différentes? Je crois qu'il y a des acteurs qui se perdent complètement dans leur personnage. Et du coup, ça doit être très compliqué pour eux. Après, moi, j'ai vraiment l'impression... Je suis très, très heureux aussi quand je tourne pas, parce que j'aime aussi les moments où je tourne pas, parce que je fais des choses différentes, comme de la musique, je lis, je sors avec mes potes. Donc forcément, je me définis pas que par mon métier. Tu vois. Mais en fait, c'est plus en termes de personnalité. Ouais. Tu vois, je me dis, t'as presque appris à être quelqu'un d'autre avant d'avoir appris à être toi-même. Parce que finalement, on devient soi pendant l'adolescence, vraiment, j'ai l'impression. Et toi, tu jouais déjà d'autres personnes, tu vois, d'autres personnages. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, au début, quand tu commences à tourner, tu vas jouer des personnages qui sont assez proches de toi. Puis de toute façon, même quand on est enfant, on joue. On va jouer aux pirates, à ce que tu veux. Donc forcément, c'est pas un truc qui est nouveau, quoi. Et même les gens qui sont pas acteurs, quand tu es en face, tu t'adaptes aux gens avec qui tu parles dans la vie. On est tout le temps un petit peu en train de... c'est un débat, ça. Tu vois. Moi, perso, pas du tout. Non, mais alors les gens les plus authentiques restent eux-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau de jouer un rôle, de porter un masque. Oui, c'est ça, exact, de porter un masque. Mais non, T'as pas eu du mal à trouver qui était Vassili, oui, mais ça, au-delà de toute façon, de l'acteur? Si, mais je trouve que justement le théâtre ou le cinéma, ça peut t'aider à comprendre qui tu es. Il y a des textes qui vont te faire comprendre des choses de la vie et même de ta propre personnalité. Et moi, j'ai l'impression que les personnages que j'ai le plus réussi sont ceux qui m'ont... Il y a des personnages où j'ai réussi à trouver un pont entre le caractère de ce personnage et moi-même. Et donc, pour créer cette espèce de pont, il faut apprendre à se connaître. Donc forcément, le cinéma, ça m'aide à me comprendre. Est-ce qu'il y a un moment, tu disais que finalement, en fait, si tu avais eu ce moment peut-être difficile pour trouver qui tu es, est-ce que tu arrives à identifier quand est-ce que ça s'est arrivé? Et je pense que c'est tout le temps. On change de toute façon, hein. Je suis pas la même personne qu'il y a 6 ans. On change, parfois on se surprend. Parfois je vais agir d'une certaine manière et je me dis putain, je connaissais pas cette partie de moi-même. Donc je pense qu'on est tout le temps un petit peu en crise identitaire. Après, il faut accepter ce qu'on est et ce qu'on devient. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc je suis content avec qui je suis, je crois. Comment t'es différent de qui t'étais à 17-18 ans? Je pense à cet âge-là parce que on a quasiment le même âge. Et perso, je trouve que c'est vraiment là que ça s'est joué, parce que je suis passée de j'essaye d'être qui les gens veulent que je sois à comprendre que je pouvais être moi-même et tout ce que ça impliquait. Oui, mais je pense qu'il y a aussi, je me souviens que quand j'avais 16-17 ans, c'est un passage vers l'âge adulte, j'essayais de me comporter comme un adulte, alors que je ne l'étais pas. Donc forcément, j'étais en acting, quoi. Tu t'entraînais finalement. Je regardais mes grands frères avec énormément d'admiration, donc j'essayais de faire un petit peu comme eux. Ils fumaient, donc je me mettais à fumer. Il y a ce truc-là où on essaye de
voilà, de se trouver une personnalité un petit peu. On essaie d'effacer tout ce qu'on a d'enfant en nous. Et je me souviens qu'un jour, je me suis un peu réveillé en me disant merde, je suis devenu trop sérieux, j'étais plus marrant avant. Et donc j'ai essayé de redéclencher ce côté enfant que j'avais ado. Et voilà, et sinon, attends, j'ai oublié, excuse-moi la question, parce que j'avais une idée derrière. Ouais, en fait, c'était de comprendre comment tu as réussi à te détacher de qui tu veux que. Enfin, qui les gens veulent que tu sois. Ouais. Quand tu arrives fin du lycée, ouais. tu dois. Tu quittes finalement tes pairs, ouais. où tu étais un peu en conformité parce que tu voulais pas être dérangé, tu voulais pas être genre le marginal. Oui, ou, oui. On essaie grave de lisser ouais. nos différences, on essaie juste de plaire. Ouais. Et finalement, en fait, c'est un peu ça. C'est quand est-ce que tu arrives à te détacher de l'idée de plaire, tu vois. Ouais, en plus, dans ton métier, qui est quand même... Non, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à se détacher de ça. Hein, et c'est encore plus valable pour les acteurs. On est en représentation, donc forcément, il y en a qui n'arrivent pas à être eux-mêmes, qui sont tout le temps dans la séduction. Mais je pense qu'à un moment, chez moi, j'ai compris en entendant les gens, j'ai compris que je me sentais à un moment aimé par mes proches, par mes amis, et donc j'ai plus besoin de jouer un rôle. C'est la validation des gens à qui tu tiens vraiment qui compte plus que la validation extérieure. Ah oui, la validation extérieure, les gens se trompent tout le temps. Quand il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont adoré Monte Cristo, ils confondent le personnage et toi. Bah oui, je peux pas prendre j'ai du mal à prendre le compliment personnellement en fait, parce que je me dis les gens me connaissent pas en fait. S'ils me disent qu'ils m'adorent, c'est faux. Ils adorent le personnage, mais j'ai du mal à ça. Pour le coup, ça ne compte pas du tout pour moi. Non, mais ça fait extrêmement plaisir de voir quelqu'un qui a adoré un film dans lequel t'es, qui a adoré ton personnage, mais ça fait plaisir, mais pas plus. C'est incroyable. Hein. J'en parlais avec Anna Maria aussi, qui joue avec toi, et elle a pas de réseaux sociaux, elle. Ouais. Et je lui avais dit, mais incroyable. Je veux dire, à notre âge, en plus, dans les métiers qu'on a, de choisir de ne pas avoir de réseaux sociaux parce que elle se rend compte que c'est plus nocif pour sa santé mentale que ça n'est positif pour sa carrière. Ouais. J'étais là, mais... Non, mais elle a complètement raison. Puis je pense qu'il y a des gens que, oui, ça doit affecter. Hein. Moi, hier, je suis tombé sur une vidéo qu'il y avait de moi. Parfois, il y a des commentaires qui sont pas très gentils. Mais je me suis surpris à pas en être affecté du tout. Donc, c'était plutôt agréable de voir que ça ne m'affectait pas. Que tu avais atteint ce stade où... tu dirais que tu as atteint ce stade où ce que les gens pensent de toi ne compte pas ou ne... Non, c'est sûr que ça compte. Ouais. C'est sûr que ça compte. C'est sûr que ça compte, mais à un moment, ça dépend de ce qu'on dit de moi. Après, forcément, j'arrive à faire la part des choses. Puis après, en ce moment, j'ai de la chance, les gens sont plutôt gentils. Il y a plus de gentils que pas gentils avec moi. Oui, parce que tu as eu un Molière la semaine dernière. Oui, incroyable. Ouais. Puis je vois que ça rend tout le monde heureux, donc ça me fait chaud au cœur. Ouais. Tu ressens quoi quand on te remet le Molière ? J'étais super content pour mes parents. Waouh. Ouais, parce que je pense que eux en rêvaient pour moi. Moi, ça fait super plaisir, mais c'est vrai que je passe vite à autre chose, et c'est vrai je fais pas ce métier pour les prix. C'est trop chouette d'en avoir un. Je suis trop content, c'est une super belle statuette aussi. Faut pas la perdre. Mais il y a la suite, puis en même temps ça peut aussi te donner une impression d'illégitimité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De l'imposteur. Derrière. Non, mais j'ai pas l'impression d'être un imposteur en ayant ce prix, mais derrière va falloir que je rejoue la pièce. Donc forcément ça peut foutre la pression aussi. Ouais, c'est vrai. Donc j'y pense pas trop, j'ai le prix, je suis trop content. Il est posé sur une table, mais t'arrives à te détacher de ça aussi. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr, la pression, pour moi, tu l'as eu un peu double parce que tu avais la pression de tes frères qui étaient déjà dans une carrière d'acteur. Et puis là, je trouve que tu as la pression où tu as 26 ans, tu as déjà fait des films. Tu vois, Monte Cristo va être adapté aux États-Unis. Tu as eu un Molière. Et donc, comment tu fais pour ne pas avoir l'impression que tu dois délivrer ?
Tu dois performer. Bah, c'est compliqué. De toute façon, il faut. Effectivement, au tout début, quand tu commences, tu as tout à prouver. Il faut réussir à se démarquer, à être remarqué, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent être acteurs. Donc, c'est très compliqué de se faire remarquer, en fait. Puis ensuite, voilà, il faut faire les bons choix, puis il faut réussir à être bien dans tout ce que tu fais. Mais en même temps, c'est impossible, forcément. Tout réussir. Bah non, tu peux pas tout réussir. À un moment, tu vas rater un casting, ou tu vas faire un film dans lequel tu es moins bien, ou un film qui est moins bien. C'est comme ça. À un moment, il faut se rappeler. C'est marrant parce qu'hier, je me tiens un journal intime et du coup, je parlais de ça et je me rappelais qu'à un moment, il faut aussi penser à faire son métier juste pour le plaisir et arrêter de penser à ce qu'on va penser à la performance, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais tel film ou telle chose. Parce que finalement, ce métier, je l'ai choisi par passion, pas pour rien d'autre que ça, en fait. Depuis combien de temps tu tiens un journal intime ? Je l'ai commencé à genre 17 ans, donc ça doit faire pas loin de 10 ans. Mais il y a des moments où je le lâche pendant un an et après je sens que j'ai besoin d'écrire. En quoi ça t'aide ? En fait, sur le moment, ça m'aide pas, mais c'est plus tard que ça m'aide quand je relis. Il y a des moments où je me dis, purée, j'étais mieux, j'étais moins angoissé quand j'avais 17 ans. Et en fait, je me relis, je me dis, ah non, je suis beaucoup mieux aujourd'hui que quand j'avais 17 ans. C'est fou, parfois, cette tendance à idéaliser le passé. Vraiment. Ouais, on a l'impression que c'était mieux avant. Bah ouais, mais vraiment. En fait, non, t'étais bien dans la merde avant aussi. Ouais, j'étais angoissé comme tout quand j'avais 17 ans parce que je savais pas où j'allais. J'avais une passion, je savais pas si j'allais réussir à trouver ma place dans ce milieu. Et finalement, aujourd'hui, je suis toujours un petit peu angoissé, mais finalement, je me rends compte que beaucoup moins qu'avant et que voilà, ça va de mieux en mieux. Comment tu gérais tes angoisses à l'époque et comment tu les gères maintenant ? Parce que, bon, après, moi, je te connais pas outre mesure, mais comme j'ai reçu Panayotis, je sais ce qu'il a traversé, etc. De l'extérieur, je me disais, comment ce mec qui a l'air franchement d'aller très bien, tu vois, toi, d'être très sain, tu dégages quand même un peu, je trouve, ce truc de joie de vivre, peut réussir à incarner l'âme torturée de Panayotis. Mais moi, je crois que c'est une question d'empathie ou de compréhension. Je pense pas qu'il faut, quand tu joues un rôle, je pense pas qu'il faut forcément aller puiser ces traumatismes et aller creuser des choses. Je pense que c'est surtout une empathie, en fait. Il faut réussir à comprendre ce que ressent ton personnage. Et donc, en le comprenant, forcément, tu te projettes. Pourquoi on est touché par un personnage ou simplement par quelqu'un ? C'est parce que ce que cette personne vit, on réussit à s'identifier et à la vivre soi-même. Tu vois ? Donc moi, je suis plus souvent touché par ce que vivent les autres que par ce que je vis moi-même. Et je peux plus facilement pleurer en entendant l'histoire de quelqu'un que quand il m'arrive des choses difficiles. C'est les petits vieux. Ouais. Dès qu'il arrive un truc à un petit vieux, c'est larmes. Mais oui, après, pour avoir eu moi-même des problèmes de santé mentale, j'avais le sentiment qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu, tu vois. Ah non, mais on peut jamais comprendre à 100%. Oui, mais j'ai l'impression que tu es quand même bien arrivé. Enfin, tu vois, t'as pas eu ce pour rien, les gens n'ont pas à ce point-là... ne sont pas à ce point-là identifiés à la pièce. Oui. Enfin, tu vois, c'est parce que comment t'as réussi à mesurer l'ampleur du désarroi et du désespoir que peut entraîner des problèmes de santé mentale. C'est un travail collectif. Il y a le metteur en scène qui est du coup le frère de Panayotis aussi, qui fait une mise en scène qui va me porter dans mon jeu. Il y a le travail de lumière qui va me porter dans mon jeu, la musique aussi qui va me porter, mon partenaire de jeu qui va me porter. En fait, je suis vraiment pas tout seul dans cette histoire. Si j'avais travaillé un texte tout seul, j'aurais pas réussi. Il y a ça, mais sinon, effectivement... Vous avez parlé avec Panayotis, j'imagine Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, non, parce que justement, je voulais créer un personnage qui était le fils. Voilà. J'avais pas envie de jouer Panayotis Pasco, c'était pas le but. Sinon, les gens seraient allés voir Panayotis Pasco. Donc non, pour
Non, je pense que c'est vraiment juste une question de projection, d'empathie et de... Après, le texte, il est tellement fort, donc les gens l'entendent et parfois ça suffit. Est-ce que ça t'a fait peur? J'étais terrifié, ouais. Ah ouais? Terrifié, mais hyper excité parce que c'est un défi tellement énorme. J'avais envie de me prouver que j'étais capable de tenir sur scène 1h30, de relever le défi. Mais moi, j'accepte des projets seulement quand je sens qu'il y a un challenge, quand je sens que c'est un peu plus... Quand je sens que j'ai pas les épaules, c'est là que ça me donne envie quand même. Ok. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment de pas relever le défi? Ouais, il y a des fois, je me suis dit en voyant le film, je me suis dit, ça va, je fais le job, mais j'ai pas apporté quelque chose d'incroyable à ce personnage. Ça m'arrive. Est-ce que ça t'a fait peur sur ce que tu pouvais potentiellement vivre dans ta vie, dans ta tête, de découvrir ce par quoi Panayotis s'était passé? Oui, parce que ça parle énormément de conflits, d'une relation conflictuelle avec son père. Donc forcément, à force de répéter des phrases qui sont un peu parfois haineuses, il y a des moments où on se questionne aussi sur la relation qu'on a avec nos parents. Moi, j'ai une relation idéale avec mes parents, mais justement, j'avais peur de développer des fausses idées ou des faux problèmes. Il y a des moments où je pouvais commencer à me sentir à sentir des agacements, des choses pendant que je travaillais à la pièce. À un moment, je me disais waouh, je suis en train de me faire remporter par les idées noires du personnage. Donc c'est des moments où il faut prendre un peu de recul et se souvenir qu'on est juste en train de jouer quoi sur scène. Ouais, mais c'est vrai que ça doit être dur parce que la fidélité passe par le fait de s'identifier au plus. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut savoir se préserver aussi. Et comme tu l'as très bien dit, prendre du recul. Tu parlais des choix que tu as été amené à faire et de réussir à faire les bons choix. Oui. Déjà, quels seraient pour toi ces bons choix que tu as effectués? Et surtout, comment tu sais que tu fais un bon choix? Ça, tu le sais après que tu as fait un bon choix. Mais qu'est-ce qui te fait dire, parce que la prise de décision, très difficile, tu vois, qu'est-ce qui te fait, parce que choisir c'est renoncer, donc qu'est-ce qui te convainc de partir ou non par exemple pour un film plutôt que le choix opposé que tu ne connaîtras jamais du coup? C'est un truc d'instinct quand même, c'est vraiment un truc d'instinct. Tu peux calculer quel film a fait le metteur en scène, quelle est la production, la taille de ton rôle. Mais franchement, c'est pas j'ai pas envie de travailler comme ça. Moi, c'est surtout, est-ce qu'en lisant le scénario et le personnage, je suis excité par les scènes? Est-ce que je vois qu'il y a des... Est-ce que je suis touché par l'histoire? En fait, c'est très instinctif. Tout de suite, tu sais si... Tu te projettes? En fait, du moment que j'hésite, c'est pas forcément bon signe, ouais. Et à chaque fois que j'ai hésité, finalement, j'ai fini par pas faire le projet. Monte Cristo, le film de La Venue de l'Avenir, le film de Cédric Lapiche, la pièce, j'ai pas hésité une seconde. Ça a été oui tout de suite parce que c'était challengeant et parce que c'était tellement excitant. Quand j'ai été confirmé sur ces rôles-là, je pouvais pas concevoir une seconde de les refuser. Il y a des projets où tu dis c'est un projet qui va me faire progresser comme acteur et qui ça va être une aventure folle. Dès que je vois dès que je vois qu'il y a une potentielle aventure, j'ai envie d'y aller. Ça te fait pas peur? Enfin si, tu dis non, ça te fait peur, justement, mais j'ai besoin justement que ça fasse un peu peur. Okay. Il y a des choses récemment où j'ai reçu des projets où je me disais c'est plutôt bien écrit, mais j'ai l'impression que je peux faire ce rôle-là très bien. J'ai vraiment l'impression que là je pourrais même pas le préparer, que je le ferais bien, et du coup ça m'excite pas finalement. Ton personnage dans La Venue de l'Avenir est très intéressant parce que il incarne l'innovation, je trouve, la disruption, le fait de réussir à choisir l'inconfort. Ouais. C'est quand même vachement dur dans notre société, je trouve,
quand le confort et quand on a la chance de vivre dans un pays occidental et voilà, privilégié, mais tu vois, le confort est un peu à portée de main aujourd'hui. Ouais. On pourrait se satisfaire de ce qu'on a, on peut se faire livrer sa bouffe, on peut ne plus fournir d'efforts. Ouais. Comment tu arrives à continuer à, j'ai envie de dire, cultiver l'inconfort? Ah, parce qu'il y a un truc où j'ai l'impression qu'en fait, pour avancer, il faut forcément passer par l'inconfort. Sinon, enfin, rien que d'accepter quand tu tournes un film, si par exemple la pièce, c'est super inconfortable de se retrouver sur scène devant autant de gens et cette quantité de travail que ça représente, c'est super inconfortable, c'est excitant, tout ce que tu veux, mais si j'avais voulu rester dans mon confort, j'aurais pas fait la pièce et j'irais nulle part. J'ai l'impression que pour travailler, pour avancer, forcément, faut se bousculer. Et moi, quand je suis arrivé en France, j'avais tellement envie de faire du cinéma que je suis arrivé en France, j'avais pas d'appartement, je dormais chez des gens sur des canapés pendant 3 ans parce que j'avais pas d'argent pour un appart. T'es arrivé à quel âge? À 18 ans. Ok. Et donc j'ai traversé 3 ans d'inconfort où je passais des castings, j'en décrochais aucun. Mais il faut bousculer les choses à un moment, je pense, il faut se bousculer soi-même pour réussir à avancer et à trouver des opportunités. Puis la phrase classique, faut se planter, voilà. Tu crois vraiment ça Enfin, il faut échouer pour réussir? Ouais, complètement. Tu souhaites aux gens d'échouer? Je leur souhaite pas d'échouer, mais il faut pas avoir peur d'échouer. Ouais. Et c'est vrai que quand t'as tout réussi, franchement, je pense pas que t'apprends grand chose en fait. Si tout de suite t'as fait un film, paf, ça a été un succès, et t'as jamais raté un casting, et enfin à un moment, qu'est-ce que tu tires comme leçon de ça et comment tu t'en sors grandi? Moi, sur la pièce de théâtre, il y a des moments, je faisais 5-6 représentations d'affilée qui se passaient merveilleusement bien. Et je commençais à me lasser. Je me disais, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir compris la pièce. Et tout d'un coup, j'en faisais une complètement nulle. Je rentrais chez moi, j'avais envie de pleurer. Je me disais, oh là là, c'est horrible ce que je viens de vivre. Et forcément, ça me boostait. Donc je passais toute la matinée et toute la journée du lendemain à travailler 3 fois plus. Et la représentation d'après était superbe. Donc c'était les représentations qui étaient mauvaises qui me permettaient de me redonner envie de jouer en fait. C'est hyper intéressant comme mécanisme. Parce qu'en vrai, c'est comme l'ombre ne peut pas exister sans la lumière, et l'échec ne peut pas exister sans la réussite. C'est bateau, c'est vraiment... il faut le vivre pour le... Oui, mais exact. Oui. Tu peux pas être heureux dans ce que tu fais si t'as réussi tout de suite. Ouais. En fait, je me demande, je réfléchis à ce que j'ai reçu des gens qui ont... Non, de toute façon, personne ne réussit tout de suite parce que, en fait, ce qui est intéressant avec l'échec aussi, c'est que c'est un ressenti. C'est-à-dire que peut-être toi, ce que tu considères être un échec, par exemple la pièce que t'as pas très bien réussi, ça se trouve la personne qui était dans la salle, elle s'est dit j'ai jamais vu quelqu'un aussi bien jouer. Donc en fait, ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est une perception. Vraiment, moi il y avait des représentations, je disais, il y a des représentations que j'ai très mal vécues. Les gens étaient quand même debout à applaudir. C'est juste que moi je me sentais pas bien ce jour-là. Je me trouvais mauvais. J'étais peut-être objectivement moins bien que les autres jours et du coup ça me faisait de la peine de me voir redescendre. Mais c'était pas perceptible pour ceux qui découvraient la pièce pour la première fois. Comment t'arrives à ne pas tomber dans une exigence maladive? Non, il faut... je trouve qu'il faut être exigeant. Il faut vraiment être exigeant. J'aime pas bosser avec les gens qui sont pas exigeants parce que du coup tu te demandes pourquoi tu fais ça. Tu dis si on n'essaye pas de faire quelque chose de merveilleux, qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais en revanche, à être trop exigeant, on devient perfectionniste et ça c'est l'horreur aussi. Parce que quand t'es perfectionniste, tu fais rien, tu sors rien et à un moment il faut lâcher prise. Je me souviens quand sur Monte Cristo, travailler avec
Pierre Ninet, ça m'a quand même appris des choses, parce que lui est hyper exigeant. Mais parfois, t'as le réalisateur qui va dire allez, on passe à la suite. Il va dire bon, allez, c'est plus de mon ressort, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais bon, je laisse. Il faut réussir à lâcher un moment, parce que sinon tu refais une prise et une autre et une autre. Et comment t'as appris à lâcher prise? Perso, je sais toujours pas. Donc, si t'as des conseils. En voyant d'autres acteurs qui lâchaient prise. Parce que quand tu lâches prise, t'as un espèce de laisser-aller qui fait que finalement ça te sert comme acteur. Quand t'essayes d'avoir la prise parfaite, tu peux pas être bien, parce que du coup, t'oses pas. Et tu vas pas essayer de provoquer l'accident. Et au cinéma, c'est les accidents qui vont te servir au montage. Toutes ces choses qui étaient pas prévues, un fou rire ou je sais pas, ou tousser au milieu d'une phrase, ces choses qui étaient pas prévues, elles vont être superbes au montage. Et donc, si tu essaies de faire une prise parfaite, ça va pas être très intéressant. Donc voilà. Mais après, moi, par exemple, je fais de la musique pour moi, mais je compose quand même. J'ai jamais réussi à terminer une chanson, parce que je me dis c'est pas assez bien, faut que je continue à bosser, et je lâche pas prise. Et voilà. Et je vois qu'en ne lâchant pas prise, je ne fais pas. Il y a rien qui sort. Et t'aimerais que ça sorte? Non, mais au moins le terminer pour moi, juste pour avoir l'impression d'avoir terminé une chanson, quoi, une fois. Ouais. Ou pareil, souvent j'écris des scénarios, j'ai plein de débuts de scénarios. C'est le problème de tellement de gens qui écrivent des scénarios ou des livres ou des chansons. À un moment, t'as peur de terminer. Ouais. Parce que tu lâches pas prise. Ouais, et surtout, en fait, ce qui est dur, c'est perso, je me dis toujours. Mais peut-être que je peux trouver mieux. Peut-être que en fait, ça pourrait être écrit comme ça. Peut-être qu'en fait, est-ce que vraiment on est sûr que c'est la meilleure intrigue? Exact. Et se détacher de l'idée qu'il y a une bonne façon de faire, en fait, je pense que c'est ça. Non, mais je pense, en tout cas, c'est ça la clé qui est que j'ai toujours pas trouvée. Mais je pense que la clé, c'est d'être extrêmement exigeant, mais de vraiment pas rechercher la perfection, parce que même si tu l'as, la perfection, ça devient trop lisse en fait quand c'est parfait. Justement, quand tu ouvres les bouquins qui t'apprennent à écrire des scénarios pour faire le scénario parfait, si tu le suis à la lettre, ton scénario il sera pourri. T'as lu ces bouquins? Ouais. J'ai essayé, ça faisait pas des bons scénarios. Non. Ouais, on peut pas apprendre la créativité. Je pense que il y a pas de méthode. Non, mais de toute façon, tout ce qui est trop théorique pour l'art, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est dur d'ailleurs. Bah ouais, mais c'est ça qui est génial. C'est que je pense que les gens, dans tous les autres métiers, tu peux être extrêmement scolaire et tu seras probablement excellent. Et en même temps, les génies, c'est ceux qui ont justement su sortir des règles et sortir de tout ce qui est théorique, quoi. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est drôle, je me suis fait la réflexion récemment. Il y avait un truc que j'ai fait, je me suis dit c'est la première fois, mais là ça me vient pas. Je dirais que c'était le théâtre, peut-être. C'est vrai. C'était le théâtre. Belle première fois quand même. C'était une incroyable première fois. Parce que je réalise qu'on n'en fait plus assez. Ouais. Enfin, peut-être que ça a toujours été le cas, mais il y a un moment j'en prends conscience. On prend plus de risques. Non, on se conforte un peu dans nos habitudes. Ouais. Moi, je vais tout le temps dans les mêmes cafés tous les jours. J'ose plus. Je mange pareil tous les matins. Enfin. Ouais. Après, c'est un truc neurobiologique. Je voulais en parler avec un docteur en neurosciences. Apparemment, le choix est un coût très énergivore pour notre cerveau. On en fait à peu près 800 par jour d'inconscient. Ouais. Et donc, en fait, je me rappelle cette phrase qui m'avait marqué d'un neuroscientifique américain qui disait genre « Breakfast is another choice I don't make ». Où il disait genre « Le petit déjeuner, en fait, je mange tous les matins la même chose, que comme ça, j'évite à mon cerveau le coup du choix, tu vois. » Donc, apparemment, on est averse à ce truc de décision, tu vois. C'est quand même super agréable d'avoir sa petite routine. Moi, j'adore. Oui, non, mais moi, le matin, je fais la même chose depuis. Tu fais quoi? Je vais pas dire. Ton petit déj? Non, mais c'est. Non, tu vois ta routine, morning routine. Non, en vrai, c'est café, mots croisés, à la fenêtre,
Et puis, je suis avec ma copine, on se fait des mots croisés ensemble. Et le café, c'est la première chose que je bois. Non, je bois quand même un petit verre d'eau. Mais je me fous à la fenêtre avec mon café et je regarde dehors, je prends la lumière. Ouais. J'adore. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui permet aussi de... En fait, c'est difficile de trouver du plaisir dans ce qu'on connaît pas, vu que par définition, on ne sait pas ce que ça va nous donner. Alors que ce que tu connais te procure, tu vois, l'idée même de te réveiller et d'aller faire tes mots croisés avec ton café. Ouais. Enfin, c'est la projection, tu vois, qui te rend heureux. Vraiment, j'ai très hâte de sortir du lit pour faire ça. Ouais, c'est une stratégie, c'est une bonne stratégie. Vraiment. Mais en revanche, parfois, je sens, par exemple, si je bosse pas, que j'ai pas de film ou de projet, bah, je vais avoir une petite routine pendant une semaine que je vais être content de retrouver. Et après, un moment, ça va vite m'emmerder. Et je vais avoir l'impression de... Tu sais, le film Un jour sans fin, tu connais ce film ? Ouais. Ça peut être hyper angoissant. Ah ouais. Vraiment de sentir que c'est la même journée qui se répète. Et en vacances, j'ai souvent ça. Si je pars dans une petite maison de campagne, et il y a un moment, je me dis, waouh, je fais un peu tous les jours la même chose. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta personnalité, ce serait quoi ? Est-ce qu'il y a une qualité que tu aimerais acquérir ? Ouais. Je suis trop dans ma tête. J'ai très dans la lune. Donc ça pose problème quoi. Avec les gens, j'oublie tout. Et je prends pas assez de nouvelles des gens. Mais je pense à eux. Ouais. Mais j'ose pas écrire pour dire salut, quoi de neuf. Je prends pas de nouvelles. Ouais, je connais. Même si je pense à eux, c'est vraiment je sais pas pourquoi. Ouais, c'est la démarche de faire. C'est un truc de caractère que je dois améliorer chez moi. Comment est-ce que tu progresses consciemment, tu vois ? Est-ce que tu mets en place des choses pour progresser ? Ouais, je crois, je me remets en question tout le temps. Tout le temps. Mais autant dans mon métier que humainement, avec ma copine, par exemple. Ouais. Parfois, elle me dit un truc que je fais qui est pas forcément sympa. Et du coup, je suis à l'écoute et je me remets en question tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de ce dernier tournage, L'Avenue de l'avenir ? Parce que ce qui est beau aussi, je trouve, avec les tournages, c'est que tu sais jamais comment ça va se passer, quoi. Tu peux avoir une idée de comment tu vas jouer, tu peux avoir une idée des personnes qui seront là, mais au final, ce que tu apprends et ce que tu en ressors... Non, c'est compliqué, effectivement. C'est pas comme le théâtre où, pour le coup, une pièce, tu l'as répétée. Donc, tu sais comment tu vas jouer. Au cinéma, faut le travailler, le personnage, tu travailles tes scènes, mais à un moment, le jour J, il faut réussir à oublier tout le travail que tu as fait, parce qu'il faut être dans le moment présent et à l'écoute des acteurs avec qui tu vas jouer, quoi. Et comme en général, t'as pas bossé avec eux, bah, tu sais pas comment eux ils vont jouer. Donc, il faut s'adapter, il faut être à l'écoute. Donc oui, effectivement, ça peut être un peu stressant le début d'un tournage. Tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Et ce que j'ai appris de ce tournage, c'était très humain. Moi, je jouais avec Paul Kircher et Suzanne Lindon. On avait une complicité folle qui était superbe pour nos scènes et pour le film. Avant de tourner, avec Paul et Suzanne, on s'est fait des parties de tennis pour apprendre à se connaître, pour rigoler, pour créer une complicité. Et non, ce qui a été génial, c'est que juste avant, j'avais fait Monte Cristo, qui avait justement un texte très écrit. Donc à la fois, il fallait être avec les autres acteurs, mais aussi il y avait quand même une partition musicale à suivre. Et là, sur ce film, en fait, on s'attachait pas trop au texte. Alors, il y avait un texte, hein, on était sur le texte, mais ce qui comptait, c'était la rigolade, en fait. Et donc, on était vraiment plus dans l'échange énergétique entre nous. Et donc ça, c'était chouette de penser les scènes comme ça. Est-ce que tu as une méthode ou une technique pour réussir à te concentrer quand t'as pas d'autre choix que d'être à 100%
dans ton jeu. Ouais. Parce que parfois, quand on fait des activités, tu sais, quand on rencontre des gens, on a autre chose en tête, on a du mal à le mettre de côté. Et je me suis toujours dit, putain, mais s'il y a vraiment des gens qui doivent réussir à le mettre de côté, c'est les acteurs. Parce que quand t'es en train de jouer une scène hyper profonde, hyper puissante, en fait, si jamais t'arrives pas à mettre de côté ta dispute avec ton mec ou avec ta meuf, t'es fini, quoi. Ouais, c'est chaud, mais ça, c'est le truc de tous les acteurs. Effectivement, et même, t'arrives avec ta valise de la journée, ta dispute, tout. Moi, il y a un jour de tournage, alors pas sur ce film, mais il y a 2 ans, sur un autre film, je m'étais fait larguer le premier jour de tournage. Ah ouais. Et donc cette journée a été horrible. J'avais envie de pleurer tout le temps. J'arrivais pas. Il y a des gens qui choisissent bien leur timing. Et c'était super compliqué. Mais en même temps, tu te concentres, tu dis allez, pendant 2 minutes, sois dans cette scène et t'oublies toute ta vie. C'est compliqué. Ouais. Mais en même temps, voilà, parfois tu te lèves, t'es de mauvaise humeur et t'as une scène où tu dois être fou de joie, rigoler. Donc moi j'essaie de provoquer ça, voilà, entre les prises. Avec Paul, Paul et Suzanne, on essayait de se faire des vannes un petit peu tout le temps pour être dans cette rumeur-là, joyeuse et taquine. Et complice, ouais. Ouais, pour qu'au moment où il y a l'action, on soit déjà dedans. T'arrives à le feindre quand t'as pas d'atome crochu avec les personnes avec qui tu tournes? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, parce qu'en plus tu m'as l'air particulièrement sympathique, mais je me dis que peut-être parfois tu sens pas la personne, quoi. C'est sûr que ça arrive et j'ai eu la chance que ça m'est pas encore arrivé. Ok. Mais je pense que oui. Et en même temps, il y a des moments où tu dois jouer l'amoureux et t'es pas réellement amoureux de la personne. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai toujours trouvé ça absolument admirable voilà, de feindre ça quand même. Ouais, voilà, faut... Je sais pas, là, à ce moment-là, faut jouer, ouais. L'idéal, c'est quand il n'y a pas à jouer, mais de temps en temps, faut jouer. Tu dois doublement jouer, quoi. Ouais. Quels sont les meilleurs conseils que tes frères t'ont enseigné? Que ce soit verbalement ou pas verbalement, tu vois. Ils m'ont jamais vraiment donné de conseils verbalement, mais je crois que c'est l'humilité. Ils sont très humbles, mes frères. Et ça, depuis que je suis petit, je le vois, et donc forcément, je me calque un peu sur eux là-dessus. J'essaye de rester très humble. J'essaye. Peut-être que je le suis pas assez, j'en sais rien. Si tu pouvais mettre entre les mains de toutes les personnes qui nous écoutent un livre, quel livre ce serait? Je vais pas dire le livre que je suis en train de lire parce que vous allez trop croire que je me la pète. Donc je vais vraiment pas le dire. Allez, maintenant que t'as dit ça, en fait, devine, maintenant que je l'ai dit. Okay. C'est vraiment le livre, quand tu le lis, ça fait je me la pète. Le fait que tu le dises et que tu désacralises le truc, c'est bon. Mais c'est celui-là. Est-ce que c'est vraiment celui-là que tu recommanderais? Parce que tu l'as pas terminé, donc je crois que. Je le dis. Il y a ma copine qui lit Proust. Ça vous a fait rire, hein? Elle a rigolé. À la recherche du temps perdu? Ouais. Donc la première fois que j'avais essayé de le lire, je me disais impossible, c'est pas pour moi. Ouais, c'est vrai. Je m'emmerde, je peux pas lire ce truc. Là, je l'ai lu en vacances. Alors le premier tome, et peut-être parce que je le lisais en vacances, j'ai adoré ce premier tome. En tout cas, pour l'instant, ce premier tome, j'ai adoré lire ce livre. Est-ce que je vais tenir les 7, je crois qu'il y en a 7 ou 6, je sais plus, 7 tomes, je sais pas. J'ose pas, même quand je lis à une terrasse de café, je retourne la couverture parce que sinon ça fait vraiment le mec poseur qui lit Proust, j'ose pas. Il faut se détacher du regard des autres. Ouais, mais là j'assume pas du tout, quoi. Je suis trop jeune pour lire ça, quoi. Non, mais on n'est jamais trop jeune pour comprendre, aimer la littérature. Ouais, non, mais en vrai, je suis le premier à me foutre de la gueule des gens qui lisent Proust. Ça fait vraiment poseur. Et tu es cette personne. Il se trouve que là, je le lis. Okay. C'est noté. On le mettra dans les notes. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Patrick Devers. Okay. J'adore écouter ses interviews et j'aurais tellement aimé le rencontrer. Ouais. Et enfin, la dernière question du podcast. Si jamais je te donnais là, je pourrais presque le prendre dans mon sac, une petite feuille de papier avec un crayon. Demain, tu
disparaît de la surface de la Terre, on peut plus avoir accès à tes livres, on peut plus avoir accès à tes films, on peut plus voir tes pièces. Tu peux juste laisser les 3 enseignements qui te paraissent les plus importants. Les 3 quoi ? Enseignements qui te paraissent les plus importants. Qu'est-ce que t'écrirais sur cette petite feuille que tu peux laisser derrière toi ? Mais quand tu dis enseignement... c'est genre, tu vois, moi je pense que je dirais ce que les gens... Enfin, les critiques qui te sont adressées remettent plus en question les personnes qui les adressent que toi-même. Enfin, tu sais, un peu des leçons que t'as apprises et que t'aimerais dire aux gens pour qu'ils vivent mieux. Je dirais... rester curieux. Se remettre en question, ce qu'on a dit tout à l'heure. Puis prendre du plaisir. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Vassili, merci beaucoup, merci pour ce que tu fais. Pour les personnes qui veulent suivre tes actus, en savoir plus, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Pour suivre mes actus ? Peut-être Instagram, c'est le seul réseau que j'ai. Ok. Super, je mettrai ça dans les notes. Merci. Et puis à très vite. Salut.